Bonsoir. Avant d'aller plus en détail, quelles sont globalement les perspectives économiques mondiales pour la deuxième moitié de l'année? Alors les perspectives mondiales pour la deuxième partie de l'année sont plutôt très encourageantes. On devrait avoir une accélération en fait de la croissance déjà au deuxième trimestre et un pic ensuite au troisième trimestre, avec une resynchronisation de la plupart en fait des zones de la planète. On aura notamment l'Europe qui va se réveiller suite à l'assouplissement des mesures de restriction. Vous allez avoir aussi d'autres pays comme l'Inde qui vont connaître un redémarrage et donc on devra avoir un pic de croissance au niveau mondial au troisième trimestre et ensuite une légère normalisation au quatrième trimestre, si bien que sur l'année, on aura une croissance supérieure à 6%. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a le sentiment que l'Asie, d'où tout est parti pourtant, s'en est extrêmement bien sortie. Est-ce que c'est le cas? C'est complètement le cas, parce que si on regarde simplement la Chine, le trou d'air auquel ont été confrontés les Chinois a seulement duré 2 trimestres. C'est-à-dire qu'à partir du troisième trimestre, la Chine était déjà revenue sur ses niveaux pré-Covid, donc voilà, T3 2020. On a eu une poursuite de la croissance. Vous avez d'autres zones aussi qui ont beaucoup mieux tenu le choc qu'en Europe, parce que ça s'explique aussi par un certain, je dirais, apprentissage par le passé. Ils ont déjà été confrontés à des crises sanitaires, d'où cette surperformance un peu des pays asiatiques. Et les États-Unis, qui ont été lourdement impactés en fin d'année dernière et début d'année 2021, ils semblent eux, avoir retrouvé toute leur superbe. Alors les États-Unis, vous avez aussi un redémarrage, donc peut-être un petit peu moins rapide qu'en Chine, mais globalement, on estime qu'au deuxième trimestre de cette année, on sera revenu sur les niveaux pré-Covid. Est-ce qu'il y a eu un effet Biden? Alors il y a un effet Biden, mais c'est plus une continuité en fait de ce qu'on a pu voir avec la présidence Trump, et surtout le fait qu'il y ait eu énormément de stimulus sur un plan fiscal, puisque vous avez eu 3 stimulus, donc un de 2,2 trillions l'année dernière, un de 900 milliards donc en décembre, et avec Joe Biden, vous avez aussi un stimulus de 1,9 trillion, donc qui a été voté en mars et qui va se déverser sur l'ensemble de l'année fiscale. Donc on estime qu'il y aura 1,2 des 1,9 trillions qui seront déversés donc à échéance fin septembre. Pour parler d'une zone que l'on connaît bien, qui nous entoure, comment l'Europe peut-elle tirer son épingle du jeu, sachant que les pays européens ont connu tout de même des fortunes diverses face à cette crise? Alors l'Europe, il y a un redémarrage qui est un petit peu plus lent qu'aux États-Unis pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez eu un retard à l'allumage sur la vaccination, même si aujourd'hui vous avez une certaine compensation, puisque je regardais ce matin le nombre de doses administrées. Aux États-Unis, on est sur 310 millions. En Europe, on est maintenant sur 300 millions. Donc il y a eu ce vrai rattrapage. Il y a ce côté réouverture de l'économie qui intervient au T2 et qui va prendre de l'ampleur au T3. Et vous avez aussi le stimulus européen donc, qui avait été voté l'année dernière, qui va se déverser dans l'économie au troisième trimestre. Donc potentiellement, voilà, un redémarrage plus lent, mais qui devrait se matérialiser de manière un peu plus contrainte troisième trimestre et quatrième trimestre. Mais Christophe Barrot, avec l'incertitude qui plane sur l'issue de la crise, dont on ne sait pas quand elle interviendra vraiment, si tout ne risque pas de repartir aussi l'hiver prochain, cela doit rendre les prévisions d'autant plus difficiles. La difficulté, effectivement, c'est le côté sanitaire, puisqu'on a un certain nombre de doutes là-dessus. Il y a vraiment un risque éventuel de variants au moment de l'automne, au moment où la saisonnalité peut être beaucoup moins favorable. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, faire une prévision, on va dire, au-delà de 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué ce que c'était avant. Et il faut vraiment reconnaître le fait que l'épidémie, entre guillemets, nous a enseigné l'humilité à tous. Et pour comprendre un peu mieux ce métier de prévisionniste qui est le vôtre, à qui s'adressent vos prévisions? Alors aujourd'hui, vous vous adressez aux entrepreneurs monégasques, mais habituellement, qui sont vos interlocuteurs? Aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est plutôt les entrepreneurs monégasques, mais globalement, ma recherche s'adresse plutôt à des institutionnels, donc c'est-à-dire des banques, des assurances, ça peut être des fonds de pension, des hedge funds, donc plutôt voilà, ce côté institutionnel, je dirais, à l'échelle mondiale, et ça peut être aussi des entités publiques, donc ça peut être des gouvernements, des banques centrales, etc. Vous avez été élu meilleur prévisionniste chez Market Securities. Est-ce qu'il y a une sorte de compétition entre prévisionnistes, un peu à l'image de celle qui anime les instituts de sondage avant les élections? Alors, compétition, forcément, parce que tout le monde essaye de produire les analyses, je dirais, les plus précises.
Et il y a aussi ce côté un peu challenging. Ça permet aussi de se remettre en question, de regarder un peu ce que les autres peuvent faire et surtout dans ce contexte-là, voir si on peut éventuellement ne pas oublier quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de domaines qui peuvent influencer l'économie que vous pouvez être à un moment surpris, que ce soit par le côté sanitaire, le côté géopolitique. Donc je trouve que c'est plutôt voilà, une concurrence relativement saine et il ne faut pas hésiter non plus à discuter avec ses concurrents parce qu'ils peuvent toujours vous apprendre quelque chose. Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, merci de nous avoir livré cet éclairage sur la situation économique mondiale. Merci à vous.